quand vous décidez de disqualifier une partie de la population, quasiment 40% de notre population, donc les gens qui ont refusé la vaccination ou l'inoculation, parce qu'encore aujourd'hui on a le doute si vraiment c'était si efficace que ça, mais les gens qui ont refusé, ils ont été mis au banc des accusés, ils ont été disqualifiés, ils ont été décriés, ils ont même été insultés. Et les médias mainstream ont participé à ces chasses aux sorcières, mais uniquement le fait que d'interdire la fréquentation des lieux publics en Suisse, même avec un test PCR, ce qui s'est passé en Suisse du 10 décembre 2021 au 20 février 2022, c'est un sans précédent dans l'histoire de notre pays, où on a disqualifié une partie de la population en raison de sa manière de penser. Vous voyez, c'est quand même grave, c'est un sans précédent. Donc, quand le Conseil fédéral annonce cette mesure, on se rappelle, donc, il tenait ses conférences de presse le mercredi après-midi, c'est impressionnant que le lendemain ou que le surlendemain, que les médias ne suscitent pas le débat. C'est un sans précédent dans l'histoire de notre pays où on fustige le voisin, ou même, moi j'ai vu, mais vous l'avez vu certainement aussi, parce qu'on a vu des familles déchirées, on a vu des amis ne plus se parler, des amis ne plus s'inviter. Moi j'ai même eu une dispute à un moment donné avec mon père, donc uniquement sur cette thématique. C'était terrible, et là où les médias avaient leur importance, de venir avec de la raison, avec de l'information étayée, avec du débat, de donner la parole aussi un peu à tout le monde. Ça ne s'est pas fait. Et là, ça c'est très grave. D'ailleurs, moi, à titre personnel, j'ai déposé plainte pénale au ministère public de la Confédération. Je n'ai plus l'article exactement, mais c'était pour atteinte à l'honneur. Donc c'est un délit, c'est atteinte à l'honneur, c'est l'article 170 et des poussières, puisque j'étais atteint dans mon honneur de citoyen, de contribuable. En fait, j'étais un Suisse de seconde catégorie, puisque je n'avais plus le droit d'aller dans un établissement public, même en présentant un PCR, alors qu'on était normalement, plus sûr d'être sain que les, entre guillemets, vaccinés, puisqu'on venait de faire un test PCR avant d'aller à un restaurant, parce qu'on devait voir un client, Et j'ai vu avec mes enfants, donc mes deux grands-enfants, maintenant ils ont 18 ans, mais à cette époque-là, ils ont aussi refusé cette vaccination, entre guillemets. Et puis, j'ai vu, par exemple, mon fils, qui était au raccordement de Agnan à cette époque-là, donc il mangeait à la cantine. Puis, à un moment donné, avec les copains, ils décidaient, un vendredi toutes les 2 semaines, ils décidaient d'aller à la pizzeria du coin. Lui, durant cette période, il ne pouvait pas suivre ses copains, il ne pouvait pas à la pizzeria du coin parce qu'il n'avait pas ces fameuses inoculations. Donc voilà. Une claire discrimination. Voilà. Donc il y a une discrimination, mais c'est du sans précédent. Ce qu'on a vu, c'est du sans précédent. Et on a vu qu'avec ce qu'on a vécu, ce que notre histoire contemporaine a vécu sur ce même continent il n'y a pas si longtemps, donc je parlais de l'Holocauste, mais plus proche de nous encore, donc ce qui s'est passé en Yougoslavie, ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, on a vu que la frontière, en fait, est-ce qu'elle était ténue. On peut retomber très rapidement à disqualifier son voisin, son employé, sa famille, et même jusqu'à les traiter d'assassins ou comme on a même vu un médecin qui disait est-ce qu'on devrait plus soigner les gens qui refusent la vaccination, on devrait plus les prendre en charge. Et là, plus que jamais, parce que c'était vraiment un monde de fous, là. C'est un monde de fous. Et encore une fois, nos autorités, moi, je m'excuse d'être comme ça, mais elles étaient en dessous de tout. En dessous de tout. Encore une fois, elles étaient dans l'émotionnel. Elles ont perdu notre souveraineté, au profit de qui? De certains lobbyistes pharmaceutiques. Une fois de plus. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu récemment qu'en Afrique du Sud, les contrats signés avec Pfizer ont été révélés, ont été libérés en tout cas, grâce à l'action d'une association, d'une ONG qui a porté
cette chose-là en justice. Et dans ces contrats, on voit clairement que finalement, voilà, je vais peut-être citer une phrase de ce contrat, mais qui est quand même assez édifiant, qui dit que l'acheteur reconnaît, donc l'acheteur, l'État sud-africain, reconnaît en outre que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à ce jour et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas encore connus. Donc c'est quand même assez édifiant de voir qu'un État signe ce genre de contrat. Enfin, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'on souhaite. Et puis qu'à un moment donné, il était question de vacciner de force. Dans certains pays, comme par exemple l'Australie, on a même interné les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Il était question de vacciner aussi les enfants. Alors là aussi, rien de tel que l'expérience propre. Donc moi, je ne me suis pas fait vacciner. Les enfants non plus. Finalement, au mois de juillet de l'année dernière, j'attrape c'était l'Omicron, comme beaucoup. Je pense une grande majorité d'entre nous attraper l'Omicron. Alors c'est assez ennuyeux, c'est assez... Je pense, parce que c'est en juillet, moi je pense que je l'ai attrapé parce que j'avais une année assez compliquée sur plusieurs plans l'année dernière et je suis arrivé épuisé. Et puis voilà, un peu d'épuisement et j'attrape et j'ai l'Omicron. Et à un moment donné, je commence à voir avec la perte du goût, mais c'est pas la perte du goût en fait, le goût il est modifié, donc tout avait un goût métallique. Et puis je commence à avoir des vertiges. Et puis comme je fais de l'asthme de temps en temps, à un moment donné, je consulte un peu mes proches. Puis mes enfants ils étaient en vacances, ils étaient pas auprès de moi, ils étaient en vacances à l'étranger. Puis ils étaient inquiets, ils disaient mais papa va voir un médecin. Et puis c'est le soir, il y a plus de médecin, alors je téléphone à la hotline du canton de Vaud. Alors dès 18h, il n'y avait personne. Puis finalement, une collaboratrice d'un hôpital me donne le numéro de la hotline de l'OFSP, Office suisse... Office fédéral de la santé publique. Exactement, merci. Et là, j'ai la hotline, alors c'est un grand temps d'attente, la musique habituelle, puis j'ai une première intervenante. Puis elle me dit « Ah, mais par rapport aux symptômes, comme ça, attendez, je vous passe quelqu'un d'autre, de nouveau. » Donc, puis finalement, la deuxième personne que j'ai me dit « Écoutez, quand même, vous devriez quand même aller voir, comme c'était le soir, alors c'est 23h, elle me dit « Vous devrez aller à l'hôpital. » Je vais à l'hôpital. Alors, pour ne pas poser de problème, je ne mentionnerai pas quel hôpital. Mais je vais à l'hôpital et je suis très bien pris en charge. Très, très satisfait. Radio, électrode, oxygénation du sang. Ils prennent la chose très au sérieux. De 11h, plutôt de 23h, à 4h du matin, ils me libèrent. Ils me disent, écoutez, vous pouvez rentrer à la maison. Ils m'enlèvent les électrodes. Le médecin interniste, et c'est pour ça que je ne vais pas mentionner l'hôpital, le médecin interniste qui m'enlève les électrons, alors pas les électrons, mais les électrodes. Alors bien sûr que il y a eu plusieurs intervenants, mais le dernier médecin, je lui dis, le point positif, c'est que maintenant j'ai des anticorps. Donc je ne vais pas faire le vaccin. Et il me répond, mais monsieur Mélan, à votre âge, avec votre forme physique, mais ne le faites surtout pas. Ça ne fonctionne pas. C'est lui qui me dit, le médecin, ça ne fonctionne pas. Nous, ici, on a l'obligation de le faire, parce que sinon on perd notre job. On a l'obligation de le faire aussi parce qu'il ne peut pas être dit qu'un patient rentre à l'hôpital pour autre chose et sorte avec la Covid. Moi, à la deuxième dose, donc il me parlait de lui, à la deuxième dose, j'ai une paralysie de bond. J'ai eu le visage paralysé pour moitié durant 2 mois. Ça contredit tout ce qu'on apprend en faculté, en faculté de médecine, où on apprend qu'un vaccin, ça s'administre toujours sur une balance risque-bénéfice. Mais on ne fait pas de généralisation. Vous voyez? Et je lui dis, vous avez de la chance, parce que si j'étais un pro-vaccin, je peux vous dénoncer auprès de l'hôpital et même au médecin cantonal. Et puis il m'a dit, écoutez, on en a tellement marre ici, alors d'écouter, de voir tout ce qu'on essaie de nous faire avaler, que moi je vous le dis, ne vous vaccinez pas avec ce truc. Comment vous expliquez que l'État, que les États, l'Union européenne, l'Afrique du Sud, la Suisse, aient pu signer ce genre de contrat, alors même que les entreprises pharmaceutiques disaient dans ces contrats que en fait, les vaccins étaient pas, enfin que les risques des vaccins n'étaient pas connus? Comment vous expliquez? C'est quoi, du lobbying pharmaceutique? Oui, ça c'est du lobbying. Ça c'est du lobbying, c'est donc une fois de plus l'échelon politique qui n'est pas
prêt pour faire face à la situation. Donc il y a toujours ce déficit d'anticipation et de réagir à la crise. Donc il ne s'accorde pas ce laps de temps de la raison. C'est de la surréaction, c'est de l'émotivité, c'est de l'émotionnel. On a vu la même chose avec l'histoire de l'Ukraine où tout de suite il faut ouvrir grand les frontières, accueillir tout le monde, et puis il faut offrir un abonnement général à tout le monde. Ça, c'était M. Cassis qui l'avait dit, je crois. C'est l'émotionnel, c'est la surréaction et l'émotionnel. Ce qui est beaucoup plus inquiétant que ça, parce que ça, on peut le travailler, on peut faire des cours de coaching, on peut le travailler. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, et ça, je n'arrive pas à l'identifier, en fait, je n'arrive pas à identifier la cause, c'est comment, une fois qu'on part dans un discours unique qui devient quasi un dogme, qui devient quasi une religion, c'est comment personne n'a cette force, parce que la remise en question, c'est une force. Celui qui se remet en question, c'est quelqu'un de fort, qui a sa propre personnalité, qui a sa propre verticalité. Comment ça se fait que dans ces élites, parce que c'était comme des élites, que ce soit médiatique, que ce soit académique, scientifique, politique, comment ça se fait que personne à un moment donné dise « stop, on devrait quand même un peu revoir la copie ». Ou on a d'autres éléments maintenant. Ou on a entendu que dans tel et tel endroit, il y a ce professeur, ou il y a cette personne qui ne partage pas notre avis. Comment ça se fait qu'il n'y a pas ça? Heureusement, pour la petite histoire, que Antithèse existe, mais pour les médias mainstream, c'est d'avoir automatiquement occulté tout avis contraire. C'était même pas des avis contraires, souvent c'était des questions, c'est des questionnements. Des questionnements, et souvent c'était des praticiens, donc des gens qui connaissaient mieux que les gens de la task force, que j'ai moi-même interpellé à 2 reprises sans avoir jamais de réponse. Comment ça se fait que dans la task force, on avait un qui avait des intérêts, je m'excuse, mais qui était maqué, totalement maqué avec Moderna et Pfizer. C'était qui? Et puis une autre qui était avec Merck, avec le laboratoire Merck. Donc je m'excuse de prendre les notes. Alors par exemple, dans la task force, et puis ça je dénonce le 14 décembre 2021, on a dans la task force, on a le professeur Christian Munz qui est impliqué dans les laboratoires Pfizer et Moderna. Il est consultant scientifique pour ces 2 laboratoires. Et puis il y a la professeure Suzanne Sougs qui est active et consultante dans le laboratoire Merck. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure Merck a joué un rôle là-dedans, mais uniquement de savoir que dans la task force, vous avez le professeur Christian Munz qui est partie prenante avec Moderna et Pfizer, et puis que cette task force, premièrement, ne vous répond, en fait, elle ne vous répond pas. Elle s'est auto-instituée, elle s'est autoproclamée, elle s'est imposée. Et puis, par contre, vous avez des professeurs, vous avez des praticiens, vous avez des médecins, vous avez des épidémiologistes qui n'ont pas été écoutés. Alors, ils ont été occultés d'office. Et ceux qui arrivaient, grâce, encore une fois, à des médias alternatifs comme Antithèse, ceux qui arrivaient à un moment donné à se faire écouter, et ce n'était pas du tout des complotistes, c'était simplement des gens qui se questionnaient. Alors on a commencé à les discréditer, on a commencé à les salir publiquement. C'est très inquiétant. C'est très très inquiétant parce qu'on est en 2023, puis on se rend compte en fait que rien n'a changé. J'ai eu l'occasion d'aller visiter les camps de la mort à Auschwitz-Birkenau, près de Cracovie en Pologne. Donc en fait, c'est le vaisseau amiral de l'Holocauste. Il y a 1,4 million de personnes, de gens qui ont été assassinés, qui ont disparu, donc il n'y a même pas de sépulture, puisqu'ils ont été brûlés. Les 3 fois que je suis allé voir ces camps de la mort, j'ai aussi appris, alors donc en relation avec ce qui se passe après dans l'Ukraine, hein, mais je me suis rendu compte qu'on avait terriblement évolué depuis les années 40. La libération des camps, c'est en janvier 1945. On avait évolué à tous les niveaux sur le plan technologique. Par contre, l'humain lui-même, il n'a pas évolué. Puisque ce qu'on vient de vivre maintenant,
lors de cette crise Covid-19, là, c'est une vraie barbarie. On était très proche de comment s'enfermer les gens chez nous, en raison de leur manière de penser. Mais il n'y avait pas de camp de la mort. Il n'y avait encore pas de camp de la mort. Mais quand un médecin indique qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés, ça commence. Et vous avez parlé de certaines mesures, plaintes pénales que vous avez prises. Oui, alors le ministère public de la Confédération m'a répondu. Qu'est-ce que ça a donné, en fait, ces interpellations? Alors, j'ai bien sûr donc été débouté, donc il y avait une ordonnance de non-entrée en matière, mais ce qu'elle était argumentée, donc de page A4, et puis ils ont estimé que sur les libertés individuelles, et ils ont raison, que en fait, le droit à la vie, c'est une notion fondamentale et le droit à la vie prime. Alors, par rapport à la doxa de cette époque, bon, de cette époque c'était hier, mais par rapport à la doxa et puis par rapport au discours unique, clair, on nous faisait croire que le vaccin, en tout cas, empêchait les cas graves. Et puis voilà, que même quelqu'un qui avait fait un test PCR, entre le test PCR et le trajet qu'il fait pour aller alors sur le lieu public ou dans le restaurant, il pouvait être contaminé, puis contaminer après les gens, bien qu'on savait également que le vaccin n'empêchait ni la contamination ni la transmission. Donc la réponse du ministère public, elle se tient, le droit à la vie prime. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le droit à la vie prime, c'est-à-dire? Que les gens qui faisaient l'effort de se vacciner étaient prioritaires. Ils étaient prioritaires par rapport aux autres et il fallait les protéger. Mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre ça aussi du point de vue en temps de pandémie, les libertés individuelles, forcément, elles devraient un peu se réduire, vu qu'on cherche à privilégier l'intérêt général, la sécurité de la population. Et du coup, est-ce que c'est pas normal que dans un temps de pandémie, les libertés individuelles elles se réduisent, C'est bien sûr, c'est tout à fait normal puisque le bien commun passe au-dessus en fait. Hein, donc l'intérêt de la collectivité est au-dessus des intérêts personnels. Mais le vaccin était justement présenté aussi sous le signe de l'intérêt commun, du bien commun. Alors justement, quand vous arrivez en Suisse à l'obligation du port de la ceinture en véhicule et dans une voiture, donc c'est une mesure qu'on ne peut pas, on peut pas discuter. C'est une mesure qu'on ne peut pas remettre en question. Ça a sûrement sauvé des vies. Ça a sûrement permis à la collectivité d'économiser des coûts aussi graves liés donc aux accidents de la circulation grâce au port de la ceinture de sécurité, ce qui fait qu'à un moment, qu'on l'oblige aussi donc à l'arrière. Mais tout ça, ça se fait après des analyses, des expertises et puis une connaissance. Là, on n'avait aucune connaissance de la question. On n'a aucune connaissance de la question. C'était même pas un vaccin, c'était un produit expérimental qui était expérimental en fait, qui n'avait même pas été appliqué. Donc alors sur l'humain, où il y a eu des cas, je crois, sur certains cancers, mais ça n'a jamais été probant. Là, vous parlez de l'ARN messager, c'est juste? Exactement, l'ARN messager. On a joué les apprentis sorciers. Il y a un exemple qui m'est frappé et qu'on a dénoncé d'ailleurs au Conseil suisse de la presse. C'est un écrit d'Eddie News où justement Eddie News disait que c'était confirmé qu'il n'y avait aucun risque pour les enfants. Et à cette époque-là, je me rappelle que chez Eddie News, il y avait un journaliste, Fabrice Delay, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire à l'époque, je crois, à la GFI, il me semble. Lui, il était à fond là-dedans. Lui, il était dans l'ARN messager, il avait écrit un livre, et voilà. Et on voyait comment le fait qu'il écrive son livre et le fait que ce qu'il prenait lui pour acquis, ça transpirait dans la rédaction d'Eddie News, qui a été extrêmement virulent et très peu intègre sur le traitement des sujets qu'il y avait dans la constellation de la Covid-19. Oui. En fait, ce qui est grave, c'est que ce sont quelques apprentis sorciers qui ont décidé. Rappelez-vous que Moderna était au bord du dépôt de bilan avant qu'arrive la Covid-19. Il faut se rappeler que la Covid-19, l'ARN messager, ce n'est pas une technologie récente, c'est une technologie qui a minimum 20 ans, voire 30 ans.
Les laboratoires pharmaceutiques, certains ont mis des milliards dedans, sans aucun retour sur investissement, parce que ça a toujours été un fiasco. Là, ils ont eu tout un coup, ils ont eu du pain béni. Là, ils ont eu du pain béni, il y avait une crise, il y avait la psychose, il y avait la panique, tout le monde était dans la surémotion, dans la surréaction, et là, ils ont réussi à imposer leur produit qui, durant 20 ans, n'a jamais fonctionné. Donc pour vous, c'est du marketing, en fait, tout ça? Alors, pour moi, c'est plus que du marketing, c'est criminel. Pour moi, c'est criminel parce qu'on a mis en danger, on a manipulé l'information. Et l'information, si on prend la charte de Munich de 71, l'information dans une démocratie, c'est un droit fondamental que le citoyen doit avoir pour exercer la démocratie. On a manipulé l'information, on a discrédité, disqualifié des gens qui étaient tout à fait honorables et compétents. Et ceci, on a comprimé fortement les libertés individuelles. Et ceci sur l'autel de quelques bénéfices particuliers, de quelques intérêts particuliers, des intérêts économiques de certains laboratoires pharmaceutiques. Pour moi, ça devient du criminel. Cette histoire-là, c'est une affaire criminelle. Cette histoire... Alors, on a entendu... Alors, moi, je me suis battu, justement, quand j'ai créé l'association anti-crime, je me suis battu par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, on était pris entre deux feux. Il y avait cette religion cette religion de la doxa, on ne pouvait pas remettre en question ni questionner le discours unique, donc cette pensée unique. Et puis de l'autre côté, ça partait un peu trop dans tous les sens, avec toutes sortes de thèses, avec des thèses conspirationnistes. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens quand même qui sont allés un peu loin. Voilà, et ça commençait à devenir pénible, parce que ça discréditait les gens, entre guillemets, du juste milieu, tout simplement les gens qui étaient citoyens, responsables, contribuables, avec une faculté de raison, qui voulaient simplement comprendre, seulement comprendre. Et ces gens-là, à un moment donné, ils étaient mal parce qu'ils étaient tirés par les eaux, par ceux qui partaient dans toutes les théories possibles, imaginables. On a entendu, je ne sais pas combien de fois, Bill Gates. Moi, je ne vais jamais dire que Bill Gates est là derrière tant que je n'ai pas des éléments factuels. Je ne vais jamais dire que Soros est derrière. Je vais jamais... je veux toujours des éléments factuels. Je veux des preuves, des sources, confronter les sources, aller sur place, qu'on peut aller sur place. Et puis là, on peut commencer à parler. Mais à un moment donné, on voyait qu'une partie de la population aussi ne voulait même pas ça. Ne voulait même pas entendre ceci. On a commencé à nous raconter qu'il y avait du graphène. Alors qu'on voit le prix que coûte le graphène, qu'il y avait sur les Q-tips, ou qu'on mettait aussi du graphène. On a commencé à lire tout, n'importe quoi. Et il y en a qui ont abusé aussi de cette crédulité. Il y a beaucoup qui ont abusé de cette crédulité, qui ont cherché à faire de l'argent, qui ont cherché à lancer donc un blog ou alors donc une chaîne YouTube ou des choses comme ça. Là, donc ces gens-là, ils ont fait, pour moi, ils ont fait énormément de mal aussi. Parce qu'on n'a pas pu entendre les gens de guillemets du milieu qui voulaient uniquement poser des questions. Vous voyez ? Mais pour l'histoire des laboratoires pharmaceutiques, c'est une affaire qui est criminelle. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait être fait maintenant ? Il n'y a pas eu vraiment de bilan, il semble, de cette période. Maintenant, il faut faire face à la casse, parce que la casse, il y a. Moi, je vois, j'ai une clientèle donc, en tant que conseiller financier indépendant, j'ai une clientèle qui est dans un certain âge, c'est une clientèle de particuliers de la région. Donc il n'y a aucune grosse fortune étrangère, donc ce sont des gens, des gens de la classe moyenne, donc ici en Suisse romande principalement. Et je parle avec d'autres collègues qui sont dans la même situation, et je parle avec des amis qui sont aussi qui sont dans d'autres corps de métier, mais qui ont aussi une clientèle de particuliers, que ce soit de la vente d'huile de moteur ou que ce soit d'autres activités. Et puis, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir un échantillon, parce qu'automatiquement, on a une certaine proximité avec nos clients quand c'est des particuliers. Et puis, quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, des bobos, en fait, il y a beaucoup de problèmes de santé qui surgissent, et c'est surtout chez les gens qui ont été inoculés. Et on en parle entre nous, et puis on dit « Ah, mais ça, c'est quand même bizarre, quoi. » Parce que, alors, c'est pas une règle générale, parce que moi, il y a des gens qui ont fait 4 fois l'inoculation parce qu'ils étaient proches aidants et ce qu'ils devaient la faire.
Et puis, bon, ils l'ont très mal vécu après la 2e ou après la 3e dose, mais maintenant, ils vont très bien. Donc, ce n'est pas une généralité, attention. Par contre, les bobos qui sortent maintenant, ce sont des gens qui ont été inoculés. Et puis, ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, et ce qui est intéressant, ce que j'avais soulevé à l'époque avec Anticrime, c'est que j'avais écrit au médecin cantonal, donc au médecin du canton de Vaud, pour connaître les bases légales, elles existent, qui obligeaient le praticien, donc le médecin par exemple, ou le pharmacien, mais là, donc là en l'occurrence c'est le médecin, à annoncer, à faire suivre les cas Swissmedic. Parce que donc les cas d'effets secondaires. Alors tout à fait. Les cas d'effets secondaires qu'on peut le faire nous à titre privé aussi. Hein. Donc moi j'ai le formulaire ici, c'est 2 pages et demie, un formulaire Swissmedic, c'est très vite rempli. Donc on n'est même pas obligé de passer chez un médecin. Mais il y avait beaucoup d'échos comme quoi les médecins n'osaient pas le faire ou ne voulaient pas le faire, ou ils étaient convaincus de l'ARN messager et puis ne voulaient pas le faire. Même si le patient se plaignait. Et puis, donc il y a des bases légales et on peut punir pénalement un médecin qui n'a pas suivi les effets secondaires. En fait, c'est pas qu'il a le droit, c'est qu'il a l'obligation de faire suivre sa Swissmedic. Alors là, c'est intéressant. Et moi, ce que j'ai fait alors, c'est que j'ai tout simplement imprimé sur le site de Swissmedic ce fameux formulaire qui tient sur 2 pages et demie. Et j'ai commencé à le distribuer à mes proches, donc parce qu'on a tous dans nos proches, on a tous des gens qui ont des problèmes de santé maintenant, et c'est des problèmes de santé qui sont sortis donc après la vaccination. Est-ce que c'est lié ou pas? Alors ça, c'est la question. Justement, peut-être qu'il y a un biais aussi cognitif de dire que parce qu'on critiquait la vaccination, on voit des effets secondaires qui ne sont pas forcément liés. Mais sur le plan statistique, scientifique et académique, on doit quand même annoncer ces cas. Et c'est intéressant, c'est de voir que je connais en tout cas, ou non, je connais beaucoup plus que ça, mais en tout cas 10 cas particuliers, parce qu'il y a une certaine relation. J'ai en tout cas 10 personnes dans mon entourage qui souffrent d'effets maintenant, et je leur ai donné à chacune, ce fameux formulaire. Aucun ne l'a envoyé à Swissmedic. Parce qu'ils hésitent, mais on ne sait pas si c'est vraiment ça finalement, tout ça. Voilà. Donc là où je souhaite rebondir, c'est que les cas d'effets secondaires qui ont été reportés, à mon avis, ne reflètent même pas 1%. Même pas 1%. Et c'est vrai que c'est un peu toujours le cas, apparemment. Il y a très peu d'effets secondaires qui sont remontés. Mais là, il semble que c'est encore plus le cas. Bon, peut-être que j'exagère quand je dis 1%. Ce que j'ai lu, par exemple, quand on lit le professeur Varon, lui, il estime à 3%, je crois. Donc, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, moi, avec un échantillon que je prends très rapidement, en tout cas 10% non, sur 10, c'est ce qu'il n'y en a aucun. Maintenant, il faudrait élargir l'échantillon. Mais ce qui est sûr par rapport aux effets secondaires quand même, c'est que les cas de myocardite sont avérés dans le cas de ces vaccins et que pour des personnes jeunes, la balance bénéfice-risque, dans tous les cas ici, semble négative. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle semble plus que négative. Au contraire, elle est même dangereuse, puisqu'on sait que les jeunes organismes, ce qui réagissent beaucoup plus fort. Hein. Donc, un jeune homme, face à la maladie, même face au cancer, donc il va réagir de manière beaucoup plus virulente. Hein. Il a un organisme qui suragit, donc qui se défend, beaucoup plus que quelqu'un qui a 80 ans et plus. Hein. D'ailleurs, certains cancers traînent des années chez les personnes âgées et chez un jeune, donc l'embarque en très peu de temps. Donc, c'est automatiquement cette protéine toxique qu'on inocule dans un corps sain et jeune, qui se défend et qui est dans la force de l'âge, automatiquement, on peut comprendre qu'il y a des risques. On peut comprendre qu'il y a des risques, et puis après, je rebondis sur le cas que j'ai vécu moi-même avec ce médecin, avec cet urgentiste, qui m'a dit même lui-même, alors pour vous dire tout, il a 28 ans, et ce qui m'a dit, mais faites pas cette histoire-là, faites pas ce vaccin.